Eh bien, oui, bien. Je suis comme mes prédécesseurs, je suis intimidé. Pourtant, c'est normalement mon travail que de faire des conférences et de faire des cours, parce que je suis universitaire. Mais je suis intimidé parce que, comme vous le savez maintenant, vous avez vu le jeu de ces séquences, il faut donner de soi, c'est-à-dire il faut faire des liens entre soi et une situation collective et donc se dévoiler un peu. Voilà. Et c'est pas si facile parce que vous voulez, la recherche, la réflexion un peu théorique, c'est une manière de se protéger et de mettre un écran avec les autres. Et là, on m'invite à y aller. Et voilà. Et donc je suis quand même intimidé, même si, quand Emmanuel m'a parlé de ça, j'ai à me donner une envie d'y aller parce que je sais très bien ce que fait le CERD. Je connais bien beaucoup, je connais beaucoup d'entre vous. Et je dois dire que de vous retrouver, vous rencontrer pour certains, de voir comme ça une communauté de personnes engagées, déterminées. Vous avez vu les personnes qui m'ont précédé. C'est incroyable, d'énergie, de constance. Ça me fait chaud au cœur, vous ne pouvez pas le savoir. Voilà. Ça me fait chaud, mais chaud comme chaud. Et c'est pas rien de le dire parce que, si vous voulez, je sens les choses venir maintenant depuis 3-4 ans. Quelque chose qui peut permettre de nous soutenir les uns et les autres. Mais je dois dire que j'ai passé 30-40 années où je me suis senti seul, très seul. Alors bien sûr, j'avais des amis autour de moi, bien sûr, il y avait des gens qui s'étaient engagés aussi autour de moi, avec moi, mais quand même, quelle solitude entre les années 80, 90, 2000, 2010. Les choses se sont dégradées continuellement. Et là, je ressens, c'est incroyable. Je suis à la retraite, je suis vieux, pas encore complètement, mais en tout cas, vous me donnez une énergie, nom de Dieu, c'est incroyable. C'est-à-dire, vous me refaites vivre, je retrouve l'ambiance dans laquelle j'étais quand j'avais 20 ans, quand j'ai fait un certain nombre de choix fondamentaux qui vont structurer ma vie, puisque j'ai passé mon bac en 70, et à ce moment-là, j'étais pas trop mauvais en mathématiques. Je devais avoir normalement un itinéraire, de grandes écoles, des choses de ce genre-là. Et politiquement, on était assez nombreux à dire « Non, je ne serai pas un cadre au service du capital ». On s'est exprimé comme ça. On s'est exprimé comme ça. « Non, je ne serai pas un cadre au service du capital ». Ça voulait dire « Basta ». Encadré dans les usines de l'automobile, à la chaîne, tout ça de côté. Et on va s'intéresser aux choses préoccupantes et en même temps enthousiasmantes. Quand j'entends Julien parler de son passé lié à l'Algérie, je ne veux pas ne pas évoquer la question de l'antiracisme et l'importance qu'a eu pour moi l'antiracisme dans les années 70. La façon dont il y avait encore, si vous voulez, cette ambiance post-coloniale, juste après la guerre d'Algérie. Il y avait des ratonnades. Il y a un racisme ambiant bien pire qu'aujourd'hui, de mon point de vue. C'était extrêmement révoltant et ça faisait écho à des souvenirs encore plus anciens. Petit enfant, quand est arrivé le coup d'État, raté heureusement, de 61, par ces généraux à la retraite, des généraux à la retraite, comme disait De Gaulle, c'est-à-dire quelque chose qui a été complètement traumatisant. Moi, dans la rue, les tanks, les gens armés, les fils de fer barbelés en plein Paris, autour des quartiers où il y avait des Algériens. Il y avait des stigmates de tout ça, encore dans les années 70. Ça me révoltait de manière puissante et je me dis, on ne va pas quand même passer des grandes écoles d'ingénieurs pour, en plus, continuer à organiser les chaînes de montage comme ça. Il y avait une autre façon de mettre au service son intelligence au regard de la société. Et ça, si vous voulez, ça a été pour moi absolument déterminant. Ça reste. Alors bien entendu, c'est vieux,
c'est ancien, pour certains c'est carrément l'histoire dans les bouquins. Bon, moi, pas complètement, parce que je ressens ça. Mais, si vous voulez, il y a quelque chose qui a été quand même important, en tout cas pour moi, c'est le fait que s'engager, retrouver une forme de communauté de personnes qui partagent cet engagement, qui partagent des valeurs, mais pas simplement dans les idées, qui les mettent en œuvre, ça donne une pêche, une force dans la vie et un plaisir de vivre absolument indélébile. Indélébile. Alors, c'est vrai que cette façon d'envisager la vie, elle m'a permis de tenir le coup aussi quand tout ça, ça a reflué. Ça a reflué jusqu'à ce développement de cette hyper-industrialisation, de cette hyper-globalisation, avec les désastres écologiques et sociétaux que vous connaissez bien aussi bien que moi. Mais ce qui est extraordinaire, Emmanuel, franchement, et vous tous du CERD, ce qui est extraordinaire pour moi, c'est que j'ai senti immédiatement le type d'ambiance qui est ici. Et je me suis dit, merde, je vais pas quand même rater cette affaire. Hop, je vais être là et je vais retrouver l'énergie qui s'était peut-être un petit peu effilochée. Je vous assure, je me sens rajeunir. Je me sens rajeunir. Voilà. Génial d'avoir 20 ou 30 ans quand on a 70. Alors, il y a des petits trucs dans les os, des petites choses comme ça, mais quand même. Et ça, c'est grâce au travail, en particulier, pas que le CERD. Tu as évoqué aussi les partenaires, mais quand même, vous jouez un rôle formidable, et c'est un élément essentiel. Alors moi, si vous voulez, je ne suis pas un écologiste de la première heure. Non. En fait, je me suis intéressé à l'écologie, on pourrait dire tardivement par rapport à mon âge. C'est-à-dire, je me suis intéressé à l'écologie au moment de ta naissance, c'est-à-dire au moment du sommet de Rio, et donc 92, et puis ensuite aussi à travers les assises régionales du travail et de l'emploi, que certains ici ont dû connaître, dans la région Nord-Pas-de-Calais. Et à ce moment-là, on a commencé, j'ai rencontré Jean-François Caron, on est restés des amis depuis, on a commencé à travailler, on n'a pas cessé de travailler ensemble, et en particulier, j'ai compris la dimension systémique des questions que posait l'écologie et le devenir de notre planète. Et ça, c'était une véritable révélation pour moi. C'est-à-dire que la question écologique, ce n'était pas une question, comme vous le disiez tout à l'heure, à côté des autres. Ce n'est pas une question en plus des autres. On avait un peu quand même, avec l'expression de développement durable, cette idée, et dans les Agenda 21, où il y avait une succession de listes à la Prévert, de choses qu'il fallait faire, les unes à côté des autres, sans aucun lien les unes avec les autres. On m'a toujours un peu trouvé ça bizarre, les Agenda 21, avec l'espèce de liste là. Bon, oui, quand même, bon. Alors, non, là, je me suis vraiment rendu compte que, en reprenant la question écologique, on réarticulait différemment les grands enjeux de sociétaux, les grands enjeux de société. Et c'est cette dimension qui est très importante à avoir en tête. Avant, je n'étais pas du tout à côté des enjeux environnementaux ou des enjeux de la nature. Alors, puisqu'on est aussi de donner des confidences, j'ai perdu mon père, je me dis en rigolant, c'est pas tellement drôle, j'ai perdu mon père très jeune, à 4 ans, et un résistant formidable, quelqu'un, bon voilà, je suis fou de lui, fou d'admiration pour lui. Oui, encore maintenant, 70 ans, le papa, le machin, bon ça reste. Mais si vous voulez, je l'avais connu dans un endroit qui était surtout la campagne. Mon oncle avait une ferme, et je retournais dans cette ferme régulièrement. Quand je retournais dans cette ferme, si vous voulez, je sentais, à travers le bruit des arbres, à travers le vent, à travers les odeurs, à travers les couleurs, je retrouvais mon père dans la nature. Et donc, très jeune,
J'avais une espèce d'attachement à la nature, à l'environnement, tribal, quoi, complètement dans les tripes. J'adorais être à rivage. Aller les chercher, c'était une course de joie. J'adorais faire les foins. Avec mon cousin, avec les pieds, on faisait des tirs à l'arc avec le lait. Et donc le problème, c'était celui qui s'envoyait le jet de lait le plus précis dans l'œil. J'ai adoré. J'ai adoré. Et donc ils avaient bien un rapport, si vous voulez, comme ça, interne à cette nature. Et quand commençait à vieillir, prendre de l'âge, ce qui me révoltait, c'était tout particulièrement le fait que les agriculteurs, les paysans, pauvres, moyens, ne pouvaient pas rester à la campagne. Il fallait qu'ils partent. Je trouvais ça insupportable. Cette logique, alors j'avais pas ces mots-là, on dirait maintenant de l'industrialisation de l'agriculture, j'avais pas ça, mais où les personnes les plus simples, qui adoraient aussi cette nature, étaient obligées de partir, et les autres accumulaient, avec un système politique, une SAFER, qui accompagnait cette accumulation de terres au détriment des autres. J'étais révolté par ça. Bien sûr, derrière, il y avait des enjeux écologiques aussi. Je n'avais pas mis ce mot encore écologique, c'est-à-dire que le remembrement s'accompagnait de la disparition des haies, la disparition d'un certain nombre de bois, d'arbres. Et derrière cette disparition, cette saveur, ces senteurs, ces bruits, ces questions intimes. C'est cette politique qui me révoltait. Mais, disons les choses simplement, je n'avais pas compris à quel point ces questions écologiques allaient être si stratégiques et si systémiques. Et c'est ce temps-là qui a été long pour moi. Disons aussi les choses, certains écologistes n'ont pas encore compris. C'est-à-dire qu'ils traitent les questions à part, aucun lien avec les enjeux de sociétaux. C'est pas encore réglé comme affaire. La façon dont on pense qu'on va s'en sortir en ayant des nouvelles technologies, ou les genres. Vous voyez, comme si c'était un problème uniquement de technologie. Comme si c'était des questions qui ne remettaient pas profondément en cause le modèle économique qui est dominant, la dynamique économique, qui est absolument une dynamique qui nous écrase, comme si on ne devait pas mettre en cause notre système de consommation, notre mode de vie, comme si on ne devait pas remettre en cause, y compris la façon dont nous pensons l'avenir et la façon dont nous engageons, y compris dans la démocratie. Cette façon dans la démocratie que je trouve exécrable, que de penser des choses, voter pour des représentants, et soi-même faire le contraire de ce qu'on pense, ce à quoi on a voté. Cette espèce de schizophrénie entre cette délégation démocratique à certaines personnes d'orientation, et de l'autre côté, on fait le contraire. De l'autre côté, cette schizophrénie est insupportable à mes yeux. On a besoin de retrouver une cohérence en ce que nous pensons, ce que nous disons, ce que nous faisons. Et nous avons besoin de discuter ensemble de cette cohérence. C'est ce que j'appelle la démocratie sociétale. Discutons ensemble de la façon dont ce que nous pensons dans l'avenir de notre société, notamment sur le plan écologique, et de ses conséquences dans le domaine de notre travail et dans le domaine de notre vie. On n'y est pas encore. On n'y est pas encore. Vous voyez la dimension systémique des enjeux écologiques, on commence à les aborder. C'est le troisième point sur lequel j'aimerais quand même vous dire 2 mots ou 3 mots. C'est que, vous l'avez dit en introduction, tous les 3, en fait, on est engagé dans une longue marche. Vraiment une longue marche. Bien sûr, il y a l'urgence. Mais on ne pourra pas obtenir dans le court moyen terme les objectifs dont nous parlons les uns et les autres. Je n'y crois pas. Pas parce que je suis pessimiste, parce que je suis un grand optimiste. Au sens, j'adore la vie, j'adore cette biodiversité qui nous fait des revers nouveaux. Je suis passionné par ça. Mais une forme de réalisme sur le fait que les raisons pour lesquelles nous nous trouvons dans cette situation ne sont pas complètement, et loin de là, mises de côté.
Et si vous voulez, si on s'engage dans une longue marche, ben dans toute longue marche, il y a des allées, des retours. Et je pense que ce que nous venons de vivre là avec le Covid-19, c'est ce que nous allons connaître dans 10, 30, 40 ans devant nous. Vous voyez, sur des cycles longs. Il y a les 30 glorieuses, 30 ou 40 vicieuses. Et là, on va avoir, mon avis, comme ça, c'est mon intuition, mais je ne crois pas me tromper, des dizaines d'années, je ne sais pas exactement combien, mais où on va être confronté à des effondrements partiels, et des reprises partielles. L'effondrement partiel, c'est ce que nous venons de connaître, avec la généralisation, la diffusion de ce Covid, l'effondrement du système de santé. Parce que si le système hospitalier a à peu près tenu le coup, en même temps, il y a des tas de personnes qui n'ont pas été soignées, il y a des tas de personnes qui sont passées à l'arme à gauche ou qui sont en grande difficulté dans les périodes qui suivent. Effondrement partiel du système de santé. Le Covid-19, oui, on a réussi, dans un pays comme la France, à s'alimenter. Mais regardez la pauvreté alimentaire, comme elle s'est développée. Regardez la façon dont les étudiants, des gens jeunes, des femmes isolées, des femmes célibataires, qui ont des enfants, mais qui les élèvent seuls, combien de personnes se sont trouvées confrontées au problème de l'alimentaire et de l'aide alimentaire? Combien de personnes qui ont été finalement engagées dans le télétravail, dans une telle distanciation dans le travail des autres, dans le fait de pouvoir se toucher, de pouvoir se comprendre, de pouvoir s'apprécier, le fait que cette distanciation crée des perturbations psychiques considérables. Une partie de ce que nous avons aimé vivre s'est effondrée. Et quand certains se réjouissent de la reprise, d'une croissance à 8%, comme si derrière, ce n'était pas quand même un problème, reprendre le même type de croissance, alors que derrière, ce type de croissance nous met devant ces problèmes écologiques considérables. Croyez-vous que c'est acceptable? Moi, non. Parce que cette forme de croissance qui est en train de revenir, sans changement profond des conditions dans lesquelles on produit les biens ou les services et on consomme, où on répète les mêmes années, les mêmes impasses qu'il y a 3 ans, 4 ans, 10 ans, 20 ans, va accentuer le futur effondrement partiel. Ne croyez pas que cette croissance dont beaucoup se réjouissent, sans aucune remise en cause de ce qui s'est passé et des raisons, va être sans effet pour l'avenir qui vient. Quand j'étais enfant, on m'appelait colère. Ça m'est resté à partir de 2 ans. Je crois que c'est à partir de 7 ans que ça a un peu disparu. Et là, je me rends compte, excusez-moi, que ça reprend. Donc je me calme, je reviens un petit peu en arrière, doucement, voilà, mais quand même. Les problèmes restent posés. Et donc, cette façon, si vous voulez, cette situation où on va être confronté, où nous sommes confrontés à des effondrements partiels et des reprises partielles, c'est très important d'en prendre conscience et de savoir, ensemble, comment, au moment de l'effondrement, on est capable de créer des nouvelles initiatives solidaires qui dressent, qui pissent, qui créent de nouvelles expériences pour changer cette société sous modèle économique, de telle manière que quand vient la reprise, alors ces pousses, ces initiatives, ces premières expériences se consolident et peuvent peut-être se développer. L'effondrement partiel peut être terrible, mais il peut nous donner aussi l'occasion d'initiatives. Simplement, ces initiatives vont devoir être consolidées, comprises, analysées, portées. Et c'est là où la question, si vous voulez, de la colère ne suffit pas, la révolte ne suffit pas.
Nous avons besoin de réflexion. Nous avons besoin d'analyse, de remise à distance de cette colère, de telle manière que nous concevions ensemble de véritables réponses qui nous permettent de sortir de ce modèle industriel, de ce modèle financiarisé, de cette domination des grands groupes dans les chaînes de valeur, des inégalités territoriales majeures. Nous avons besoin de réflexion et d'associer la réflexion et l'action. Le Cerf, je vous félicite, je vous aime, parce que justement, vous êtes à la croisée de ces deux chemins. Créer des communautés de pensée et d'action, ne pas être simplement dans la révolte, mais concevoir que ce qui est en face de nous est complexe et chercher les fils à partir desquels cette complexité peut trouver un nouveau débouché. Alors, et ce sera peut-être mon dernier point, cette situation longue, cette situation hasardeuse, avec des mouvements qui vont progresser, d'autres qui vont des régressions, situation sinueuse, chaotique et en même temps joyeuse, de créativité. Eh bien, cette situation en même temps me préoccupe sur un point. Alors c'est peut-être l'âge, c'est peut-être aussi ce que j'ai vu dans les années 80, 90, 2000, 2010, c'est comment tenir debout. Comment tenir debout, notamment pour ceux qui sont très engagés, comme vous, tenaces, comme vous, volontaires, comme vous. Parce que plus on est engagé, plus on met sa personne en risque. Plus on est engagé, plus il y a un risque de retour de flamme, de découragement, d'effondrement, ce qu'on appelle les crises de décompensation, qui peuvent même aller jusqu'au suicide. Écoutez, je vous en parle quand même parce que je pense que c'est suffisamment important qu'on prenne ça en charge. Autour de nous, dans les gens engagés, les gens vont mal, très mal, à des moments. Ils vont très très mal. Je viens d'apprendre jeudi le décès d'un jeune homme très engagé dans l'économie sociale et solidaire, confronté, certains pas qu'à les questions d'angoisse liées à la situation climatique. Il y a bien entendu des fragilités chez cet homme. Tout ne se réduit pas à une question, mais malgré tout, la situation l'a encore plus fragilisé. Il n'a pas trouvé de réponse, il a trouvé une réponse extrême. J'ai vu dans les entreprises, parce que c'est son boulot, des situations de personnes qui ne trouvent pas d'autre venir que ces décompensations qui peuvent aller jusqu'à cette extrémité. Vous voyez, là, il y a quelque chose de préoccupant. Et ce que nous montre maintenant l'expérience et toute une série de travaux de psychanalystes et de psychologues, c'est que le cœur de l'affaire, c'est de créer des espaces de reconnaissance de l'engagement des uns et des autres, individuels et collectifs, du travail réel, pas forcément salarié, mais du travail réel que représente ce que vous faites dans la société, trouver des espaces réflexifs où on prenne le temps d'exposer ses difficultés, où on prenne le temps de raconter ses errements, de prendre le temps de raconter, d'exposer ce à quoi on est confronté dans les limites de la coopération, parce que comme le disait Julien, la coopération c'est très difficile et très exigeant et nous avons pas mal d'échecs. Trouver des espaces réflexifs où on puisse exprimer à la fois ce que l'on ressent, la façon dont on est affecté au monde, par ces grands enjeux, de telle manière qu'en les exprimant, on met de la distance entre ceci et soi-même, et qu'on retrouve
par le regard des autres, le sourire des autres, le plaisir renouvelé de vivre et de s'engager. Ces espaces réflexifs sont déterminants. Et parallèlement à ces espaces réflexifs, nous avons besoin pour à la fois entretenir cette flamme et éviter le désespoir, de cultiver la cordialité, de cultiver la convivialité. Et franchement, Emmanuel, merci, le CERN, merci. Je ressens cette convivialité ici. Je ressens par les choses que tu nous as annoncées que cette convivialité est présente et forte. Il faut développer ça. Et c'est pas si simple. C'est pas si simple. Pour vous dire les choses, pour venir ici, j'ai eu des longues discussions avec ma femme. Ouais, on sait pas. Non, ça a été. On a réussi à se. Bon, parce que bien, elle était inquiète du virus, de tous ces trucs-là, avec nos masques, machin. Bon. Il comprend. Elle a ses raisons. Elle a une sclérose en plaques. Et elle est vaccinée. Je suis vacciné, mais cette discussion, elle a porté sur ça, un arbitrage. Je rate ce moment où je le partage avec vous, et derrière l'énergie que ça me donne, je donne aussi l'énergie d'aimer ma femme très longuement, très très longuement. Vive la vie!